Salut à tous, salut à tous, salut à tous, c'est Bismart. On est de retour pour parler de l'Amérique. Alors on va parler de l'Amérique avec Jean-Pierre Petit, et puis après on va parler de l'Amérique différemment, c'est-à-dire on va parler de l'Europe à travers l'Amérique, avec une interview très intéressante de celui qui a dirigé Microsoft en France pendant de nombreuses années. Il a dirigé Microsoft en Italie aussi, il a été cadre dirigeant de Microsoft aux États-Unis. Carlos Porra-Santa, il écrit un bouquin justement autour d'une certaine manière la puissance américaine et comment la dépasser, comment essayer de réveiller l'Europe. Voilà, il est globalement positif, on pourra en dire un mot avec Jean-Pierre Petit, mais c'est vrai, mais on va en parler avec lui, les recettes sont toujours un peu les mêmes. On croit en la politique industrielle européenne depuis le temps. Bref, mais c'est très intéressant parce que le moteur technologique et la séquence qui va peut-être se refermer quand même à un moment, ChatGPT nous l'a une fois de plus démontré. La séquence technologique, elle est toujours aux États-Unis. L'Amérique maître du monde, ben justement, on en parle, c'est parti, c'est Bismart. Donc, on démarre avec Jean-Pierre Petit. Salut Jean-Pierre. Salut Stéphane. Président des Cahiers Verts de l'économie. Ce qui m'a donné cette idée d'en parler, c'est la une des Échos autour du plan Biden et des premiers effets. Voilà. Donc plan. Alors, mais justement, c'est le premier chiffre que donnent les Échos, c'est qu'on dit entre 370 et 400 milliards de dollars. En fait, on n'en sait rien. Parce que c'est de la défiscalisation, parce que c'est du crédit d'impôt, parce que c'est des subventions. Et si les Américains se mettent à acheter massivement des voitures électriques subventionnées à 7 500 $ la voiture, ça va exploser le budget. Là, ils donnent quand même un certain nombre de chiffres. Regarde, sur les seules batteries, alors là c'est Axios, cité par les Échos, donc qui donne ce chiffre, sur les seules batteries, dans les 10 ans qui viennent, juste avec les investissements là, qui ont été annoncés, dans les 10 ans qui viennent, c'est 136 milliards de subventions juste sur les batteries. Juste sur les batteries. 2022, donc en fait, le plan il rentre en vigueur là, maintenant, 1er février, mais en fait, évidemment, il a été largement annoncé, largement préempté par les entreprises, les investissements sont déjà lancés, et donc le chiffre qu'il donne pour 2022, alors juste sur le véhicule électrique et ce qui l'entoure, véhicule électrique, batterie, cellules de batterie, 73 milliards de dollars d'investissement, pour vous donner une idée. C'était 55 milliards sur les 10 dernières années. Là, c'est 73 milliards sur la seule année 2022. Et l'annonce peut-être la plus spectaculaire ces derniers jours, c'est les 15 milliards de dollars de Ford, qui dans le même temps, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse évidemment, licencie plusieurs milliers de personnes en Europe. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Je ne sais pas si ce plan t'inspire et si... Tu vois là, si tu veux, par rapport à l'Europe, donc qui tourne en rond autour d'une éventuelle réponse à l'IRA. J'ai l'impression qu'il y a 2 mois maintenant qu'on parle de réponse à l'IRA. Mais il y a une espèce d'efficacité à partir du moment où ils ont décidé quelque chose, à délivrer le crédit d'impôt. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas d'appel d'offres, il n'y a rien pour partir. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça a toujours été beaucoup plus simple aux États-Unis que chez nous. Ouais. C'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus immédiat. Parce que nous, c'est compliqué. D'abord parce que... Il faut négocier, on est 27, voilà, il faut négocier. Et une fois que tu as négocié, il faut décider. Puis une fois que tu es décidé, tu as toutes les mesures d'application dans les pays. Donc tout est compliqué. En Europe, toujours tout est compliqué. Alors le truc là, l'idée c'est... De toute façon, on est suiviste. Il faut quand même bien le dire. Il faut qu'on s'aperçoive des choses. Moi, année après année, décennie après décennie, je devrais dire. À chaque fois, c'est pareil. Ouais, mais Jean-Pierre, on est suiviste. Tu avais un truc sur l'Amérique, tu avais une théorie il y a une dizaine d'années. Ouais. Qui était de dire l'Europe se japonise et l'Amérique s'européanise. Oui. Et l'Amérique a peut-être arrêté de s'européaniser. Oui, mais enfin, il y a 10 ans, c'était quand même valable. Non, mais il y a 10 ans, c'était très intéressant. L'Europe continue à se japoniser, d'ailleurs, là-dessus. Dans l'ensemble, il n'y a pas de doute. Mais l'Amérique, tout à coup, tu as une piqûre de rappel. Oui, alors, attends, parce que, les investissements, on verra, les investissements directs étrangers aussi, tout ça, c'est des décisions lourdes, quand tu vois. Ça va aller plus vite que chez nous, parce que nous, tout est lent, bureaucratique et compliqué. Mais chez eux, c'est plus simple, plus rapide, etc. Mais il faut attendre avant de juger l'IRA, si tu veux. Attendons encore. Parce que mais avant l'IRA, tu as le plan d'infrastructure à plus de 1000 milliards de dollars. Bam, ils ont délivré le truc. Oui, mais... Oui, non, mais c'est un État fédéral où l'État fédéral a du poids quand même. Ouais.
L'État fédéral, c'est lui qui... Le budget fédéral, là, c'est quand même très important. C'est plus de 30% du PIB. Je veux dire, c'est énorme. Puis plus les collectivités territoriales, plus les États fédérés, les comtés, les grandes municipalités qui jouent un rôle là-dedans. Donc, et malgré la forte polarisation politique. Mais alors c'est là où j'ai envie de t'entendre aussi là-dessus, parce que est-ce que c'est pas Trump qui sonne le réveil quand même ? Si. Malgré tout ce qu'on a dit, tout. Mais moi j'ai toujours dit. N'empêche que... Heureusement qu'il était là pour nous secouer. Make America Great Again, Oui, il a secoué le cocotier. Il a secoué. Alors il l'a fait de façon principalement fiscale, parce qu'il a baissé les impôts, etc. Il n'avait pas cette vision, enfin moi je ne l'ai jamais vue en tout cas, sauf une vision assez défensive, protectrice vis-à-vis de la Chine, etc. Non, ouais, mais oui. Rapatrier les usines, ça suffit le commerce extérieur, même si, à l'arrivée, on connaît les chiffres et on les connaît tous, le déficit est plus important, ok, mais au moins, à un moment, il y a un gars qui tape du poing sur la table, trop fort, mal, vulgairement, tout ce qu'on veut, mais qui tape du poing sur la table. Et qui est capable d'enrayer la désindustrialisation, pour dire les choses clairement. Oui, bien sûr, mais Trump nous a réveillés nous aussi. Parce qu'il nous a secoués. Il a secoué l'Europe d'Angela Merkel, comme je le disais souvent. Ouais. C'est-à-dire naïve, sans vision, suiviste, fondamentalement. Et comptant sur le monde, donnant des grandes leçons de principe ou de vertu, et comptant sur le monde pour alimenter sa prospérité. Fondamentalement, c'était ça, Angela Merkel. Et reposant sur des critères... comptables, des trucs comme ça, et puis sans aucune vision vraiment stratégique, fondatrice. Offensive, voilà. Et puis surtout pas de vision. Enfin, ce qui est paradoxal, je dis ça, j'en sais rien en fait, parce que peut-être qu'elle l'a vu là d'où elle vient. Peut-être qu'elle l'a maintenant, mais elle l'a pas eu au pouvoir. Du tragique de l'histoire. Non, mais du tragique de l'histoire, quoi. C'est toujours le. Bien sûr. C'est toujours parce on vivait quand même dans des illusions. Hein, voilà. Et de ce point de vue, Trump nous avait réveillés, même avant la guerre d'Ukraine. On était réveillés par ça. Brexit nous avait réveillés aussi. Alors, donc il y a ce plan, il y a la guerre d'Ukraine. Ou quand même, enfin, cette séquence est dingue où Scholz attend de savoir si les Américains envoient un seul char Abrams, il suffit d'un seul char Abrams pour lâcher les 2000 léopards qui vont défendre l'Ukraine. Et il y a la séquence, qu'on le veuille ou non, techno, quoi qu'on en pense, ChatGPT, ça vient encore de chez eux, c'est encore eux. Ça ne va pas changer, de toute façon, c'est des choix. Ça, c'est la résultante de choix qui ont été faits, ou de choix, ou de non-choix, plus exactement, qui ont été faits il y a très longtemps. On avait une grande technologie, enfin sur l'après-guerre, nous, en termes de tech, ça n'avait rien à voir aujourd'hui, mais on était une grande puissance technologique, même sur le plan industriel. Je rappelle qu'on a créé la communauté européenne du charbon et de l'acier. C'était extrêmement important, c'était en 51, bien avant le traité de Rome. Donc on existait avant. Et puis on avait une industrie des télécoms quand même encore très importante dans les années 90, nous, Français, même nous, là. Donc on avait Alcatel, on avait France Télécom. Bah, oui, à l'époque, c'était quand même un acteur majeur. Voilà, donc il n'y a pas de fatalité, mais c'est la suite. Mais tu ne sens pas, toi, moi j'ai l'impression d'une renaissance en fait, voilà. J'ai l'impression d'une renaissance dans l'esprit des Américains à chaque fois. C'est là où la Chine... Tu les enterres et bim. C'est la Chine qui a joué un grand rôle. La Chine a joué un grand rôle parce que l'émergence technologique, politique, militaire de la Chine, qui n'était pas présente avant Xi Jinping, parce que Hu Jintao... Même Deng Xiaoping, de toute façon, le poids de la Chine était beaucoup plus faible auparavant, sur le plan même économique, même sur le plan commercial, sur le plan financier, ça n'existe pas, sur le plan monétaire. Ouais, c'est ça, tu veux dire, ils ont retrouvé un ennemi contre lequel se mobiliser. Ouais, parce qu'ils ont senti que le vent tournait, surtout avec les objectifs un peu naïfs que j'ai trouvé là-dessus, Xi Jinping. Doublement du PIB d'ici 2035, première puissance mondiale en 2049, c'est-à-dire 100 ans après la naissance de la République. Ça, il n'aurait pas dû... crier ça par la fenêtre, quoi, tu vois. Deng Xiaoping était beaucoup plus habile. Ah oui. Non, il était mauvais là-dessus. Moi, c'est ce que je reproche à Xi Jinping, c'est d'avoir laissé embarquer. Mais peut-être que les Chinois voulaient entendre ça. Non, parce que regarde, quand tu te plantes sur zéro Covid, quand tu te plantes sur certains trucs, sur le marché immobilier, etc., parce qu'il était excessif sur le marché immobilier, quand tu te plantes sur un certain nombre de trucs, tu vois bien que tu es obligé de changer le braquet. D'ailleurs, il envoyait des messages glamour à l'Amérique dernièrement. Alors là, il y a l'histoire des ballons de la traîne, je ne sais pas d'où ça vient cette histoire, je n'ai pas assez bien suivi. Moi non plus. Pour avoir une opinion Moi non plus. claire. J'ai l'impression que tout le monde est emmerdé parce qu'en fait tout le monde fait la même chose. Oui. Et que là ça s'est vu, voilà. Mais ça s'est vu à un mauvais. voilà, c'est ça. Ça s'est vu à un mauvais moment. Mais non, il envoyait plutôt des messages glamour, enfin des messages de retour à une certaine forme de normalité. Mais c'est un petit rétropédalage en quelque sorte. Il s'est laissé un petit peu embarquer par un manque de modestie qui ne correspond pas du tout
à l'histoire chinoise, mais l'histoire depuis Deng Xiaoping, et même l'histoire ancienne, les grands empereurs qui sont reconnus dans l'historiographie chinoise, c'était des empereurs très modestes. Hein. Les mecs, ils se la ramenaient pas. C'était pas Louis XIV, c'est ça que je veux dire. Hein. Et d'ailleurs, si tu veux, dans la philosophie chinoise, confucéenne et générale, si tu veux, la démocratie, ils reprennent la même définition de la démocratie d'Abraham Lincoln. C'est la démocratie par le peuple et pour le peuple. Eux, ils insistent plus pour le peuple que par le peuple. Ouais. C'est-à-dire que pour être une grande démocratie, il faut avant tout servir le peuple. Ouais. Et je te l'ai toujours dit, leur légitimité, c'est d'avoir extrait des centaines de millions de gens. C'était ça, et c'est toujours ça la légitimité. Oui, et d'où, mais ça, on va parler de l'Amérique, mais d'où la pression particulière. Absolument. Quand le taux de chômage des jeunes, en Chine, on parle bien de la Chine, dépasse les 20%. Même voilà. Zéro Covid pendant 3 ans, si tu veux, au bout d'un moment, un degré d'insupportabilité, même dans un pays non démocratique, qui, voilà, fait ce qu'il a fait. Puis plus le logement, parce qu'il y a eu parce qu'on oublie, mais il y a encore des gens alors, je sais pas, j'ai pas le chiffre, hein, bien évidemment, mais qui avaient acheté sur plan et qui n'ont toujours pas leur logement livré, parce qu'il y a tout le problème des promoteurs qui sont en grosse difficulté, etc. Plus les problèmes éducatifs, plus effectivement le fait que le revenu, la consommation, la pente de la consommation est très mal orientée sur les 3 dernières années. Donc on est censé parler de l'Amérique. Oui, d'accord. Non, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que la Chine a, par son, comment dirais-je, par une certaine forme d'immodestie, ce à quoi on n'était pas habitué. Notamment aussi ces velléités impériales dans mer de Chine, etc. Emmerder les Philippines, le Vietnam, c'était pas le sujet, franchement. Ouais. Du moins, il fallait pas se la ramener, en tout cas. Et par une certaine forme d'immodestie, je trouve que c'est le principal reproche que je ferais à Xi Jinping sur les 10 dernières années. On rediffusera. Non, mais juste d'un mot, parce qu'on le rediffusera pendant cette période de vacances parisienne. François Langlais qui nous raconte ses 14e, 15e siècle, cet amiral chinois qui visiblement découvre l'Amérique, revient et on lui brûle ses vaisseaux, quoi. Ouais, absolument. C'est pas nous, ça c'est pas nous, on lui brûle ses vaisseaux et il n'est pas question que tu repartes. C'est la plus vieille civilisation du monde, l'Égypte. Oui, mais sans velléité. Voilà, sans velléité impériale. Dans la période contemporaine, sur les 2 derniers siècles, elle pourrait se plaindre à juste titre des velléités impériales de l'Angleterre, du Japon, etc. Alors, l'Amérique, alors, on a parlé là rapidement, politique, techno, tout ça, machin, ok, et puis on en reparlera de toute façon de techno avec Carlos Porrasanta, mais l'économie. C'est back on tracks, la Fed a réussi à juguler l'inflation, comment est-ce que tu vois le truc là aujourd'hui ? Dans l'ensemble, le bilan de Powell, même s'il a eu de la chance, est bon. Parce que tu as non seulement la désinflation qui est là, depuis le mois de juin, tu as les anticipations d'inflation. Si la cognée est très fort en 2022, c'était pour casser les anticipations. On l'a expliqué 10 fois, c'est vraiment important ça. Voilà. Les anticipations à un an se passaient sous les 4, tu vois. Au printemps 2022, tu étais quasiment à 6, quoi. Tu vois, tu avais un vrai sujet, quoi. Donc ça a bien baissé, les anticipations à 10 ans restent à 3, donc voilà, ça va à peu près, et puis les chiffres d'inflation sont quand même assez satisfaisants. Alors il y a un truc qui ne va pas sur l'inflation, c'est l'inflation des services hors loyer. Là ça ne baisse pas parce que ça c'est lié au marché de l'emploi en fait fondamentalement, et c'est 25% de l'indice. Donc ça reste sur un bon 4, quoi, tu vois. Et ça on ne sait pas trop comment ça va baisser si jamais le marché de l'emploi ne se retourne pas. Et manque de bol, entre guillemets, les chiffres de l'emploi en janvier, c'était le triple des attentes, le double du mois précédent en termes de création d'emplois. La machine marche trop fort. Voilà. Alors, après, ce n'est qu'un chiffre, mais c'est long, quoi, tu vois, pour Powell. C'est long, parce que le marché de l'emploi se détend, mais alors c'est très long. Les salaires sont encore à 4,2. Si tu prends un mix, je ne vais pas rentrer dans les détails, si tu prends un mix sur l'ensemble des charges salariales, du coût de l'emploi, etc., tu fais ça en rythme annualisé, tu es entre 4 et 4,5. Powell a besoin que ça descende entre 3 et 3,5 pour remplir son objectif d'inflation, revenir vers les 2. Et donc pour l'instant, on n'y est pas, à cause du marché de l'emploi. Et il n'y a aucune raison qu'on y soit. Il faut quoi ? Il faut expliquer ça, ce fameux taux de participation. C'est-à-dire, tu es sur un chômage, effectivement, qui est historiquement bas, mais ce ne sont que ceux qui cherchent un emploi.
Ah bah oui, c'est les demandeurs d'emploi. Voilà, et donc tu as quand même une marge de manœuvre du côté de ceux qui ne participent pas à ce marché de l'emploi, et qui sont historiquement nombreux aux États-Unis. D'accord, mais tu n'as pas un slack énorme, c'est Tu n'as pas un potentiel énorme. Bah non, parce que l'Amérique vieillit, voilà, puis ceux qui ont arrêté de bosser, qui sont passés dans le marché non officiel, enfin, etc., tu ne retrouveras pas les taux de participation d'il y a 20 ans, etc. Donc là-dessus, la capacité, si tu as régulé le marché du travail, enfin, tu n'as pas un gros levier là-dessus. Non, le gros levier, c'est assez terrible à dire, mais c'est la croissance. Et puis, parce qu'en fait, les créations nettes sont très importantes parce que les entreprises, pour une fois, ne lourdent pas. Ouais. Alors, on parle beaucoup de la tech. Non, mais 200 000 licenciements, c'est anecdotique. Vous pensez aux PME américaines, ouais, voilà, c'est ça. Qui font une grande partie de l'évolution du marché de l'emploi. Elles ne lourdent pas, elles ne licencient pas. D'ailleurs, le taux de démission qui commençait à baisser, qui était un signe un peu de détente du marché de l'emploi, il est remonté au mois de janvier. La durée du travail est remontée. Enfin, tu vois, les jobless claims, qu'on appelle demandes d'indemnisation chômage, qui remontaient un peu, sont redescendues. Donc, en fait, le marché reste pratiquement aussi tendu que lorsque la croissance, je donne un chiffre approximatif, mais quand il est aussi tendu à 1% de croissance qu'il ne l'était à 2,5-3 ou en fin de cycle auparavant. Donc, c'est un vrai sujet pour l'objectif d'inflation. Oui, mais au-delà de l'objectif d'inflation, c'est un vrai sujet tout court quand même. C'est un peu comme chez nous. C'est-à-dire qu'on fabrique de l'emploi sans croissance maintenant. On fabrique de l'emploi sans croissance parce qu'on a des vrais problèmes de rareté de la main-d'œuvre, en fait, fondamentalement. Donc on fait de la rétention de main-d'œuvre. C'est pas de la productivité qui s'effondre, c'est de la rétention de main-d'œuvre. C'est un peu des deux. On l'avait vu un peu avant, hein, si tu veux, même avant Covid, etc. On voyait qu'il y avait des problèmes de pénurie. Alors, on mentionnait toujours on disait toujours dans le langage général main-d'œuvre qualifiée. En fait, main-d'œuvre qualifiée va essayer de trouver un plombier, un pâtissier en France. Alors évidemment, nous en France, le problème c'est aussi le droit du travail, l'indemnisation chômage, etc. Mais c'est un problème assez général. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça qui m'intéresse parce que le débat, nous, on va y avoir droit sur l'assistanat, machin bidule. Sauf que si c'est la même chose aux États-Unis, je dois dire que ce débat sur l'assistanat, il va être morné un petit peu. Il y a eu un truc qui a joué un rôle pendant le Covid, c'est le système d'indemnisation chômage exceptionnel qui avait été mis en place. Mais ça y est, maintenant c'est terminé. Ouais. C'est terminé, donc c'est plus le sujet. Non, ce qui est extraordinaire au niveau mondial, c'est de voir un choc, une accumulation de chocs aussi puissante quand même, hein, la guerre d'Ukraine, le choc inflationniste, le resserrement monétaire, zéro Covid en Chine. Franchement, si on nous avait dit ça il y a 18 mois, on aurait dit, c'est le bain de sang. Hein. Bon. Tu vois, l'économie mondiale qui baisse très fortement, c'est un hard landing quand même, hein, voilà, par rapport à avant, par rapport à 2021. Mais sur le taux de chômage mondial ne remonte pas. Un tout petit poil en Chine. Et si tu regardes l'ensemble des grands pays, de ce qui fait 80% du PIB, le chômage ne remonte pas. Alors il faut peut-être quand même, il se trouve que j'en discutais là très récemment avec un certain nombre de grands patrons, il faut peut-être rendre hommage aux entreprises, enfin eux-mêmes en fait, t'expliquent, mais ça ils te l'ont expliqué Jean-Pierre Jodin, qu'ils ont fait des trucs mais inimaginables, c'est-à-dire en termes de restructuration, en termes de indépendance donnée au middle management, suppression des niveaux hiérarchiques pour aller plus vite, immobilier, digitalisation accélérée avant ça, digitalisation accélérée, immobilier, écoute, je peux pas le citer, mais une grande banque. Le gars dit en fait, ils sont passés par exemple, hein, l'occupation des bureaux. En fait, tu as 0,6 postes par salarié. 0,6 postes par salarié. Alors qu'avant, c'était 1 pour 1. Alors qu'avant, c'était 1 pour 1 et que les négos avec les syndicats, t'imaginais pas pouvoir descendre en dessous de 0,8. Non, bien sûr. Et ça s'est fait comme ça. 0,6 postes par salarié. Alors pour l'instant, tu ne le vois pas dans les chiffres macro, hein, ce truc-là. Tu le vois dans les résultats des boîtes quand même. Tu le vois dans les profits qui dégagent. Je suis d'accord, mais en macro pur, la productivité, c'est un des trucs les plus complexes. Hein, donc il faut du temps. Ouais. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, ne vous inquiétez pas trop sur les coûts salariaux, parce que ce qui compte pour le taux d'inflation, c'est le coût salarial unitaire, par unité produite. Quand tu parles du télétravail, ça ne concerne pas trop l'industrie manufacturière, un petit peu, sauf les fonctions tertiaires. Mais sur le tertiaire, c'est surtout le tertiaire qui en a bénéficié. Mais bien sûr. Le tertiaire, si tu veux, c'est très compliqué, hein, calculer la productivité dans le tertiaire, au niveau macro. Il faut bien distinguer les volumes, les valeurs, enfin, c'est un des trucs les plus complexes qui soient. Donc il faudra attendre plusieurs trimestres. C'est pour ça que je dis aux gens, ne vous inquiétez pas, on va probablement avoir de bonnes surprises de productivité plus tard. Tu vois, les cycles de productivité dans l'histoire, tu as ceux des années 20. Les Roaring 20s, on l'a su qu'après. La deuxième partie des années 90, grâce à Internet, grâce à la tech, déjà, enfin, pas la tech d'aujourd'hui, mais une tech déjà bien avancée, on l'a su qu'un peu tard.
Tu vois, quand on a eu les premières données... Et donc, si on est sur quelque chose là maintenant, on le saura dans 5 ans. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop inquiet. Parce qu'au niveau macro, tu as tout à fait raison. Les marges ont mieux résisté que ce qu'on pouvait penser dans les cycles, par rapport au cycle du passé. Donc il y a probablement une partie de la réponse là-dedans. Alors ça concerne surtout le tertiaire, parce que n'oublions pas qu'il y a quand même des gens qui le BTP, le petit commerce, si tu veux. Bien sûr. Bien sûr. Et puis surtout, il y a la santé. C'est pas notre sujet. Mais ces mêmes patrons constatent aussi que, ok, on est descendu à 0,6, on a peut-être été un peu dur parce que le besoin de se retrouver est réel. Pour le management, bien davantage, disent-ils d'ailleurs, en France et en Europe qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, où là, franchement, alors ça s'explique, ils ont des maisons plus grandes, ils ont etc. et tout, mais ils sont loin, voilà, les transports sont moins bien organisés, blablabla. Et donc pas dans les centres-villes, hein, aux États-Unis. Et un truc qui va t'intéresser, juste on va finir là-dessus. Alors là, je peux le citer, c'est Antoine Frérot, le patron de Veolia. Je lui demandais, c'est quoi les signes que tu regardes en ce moment, les signes faibles et tout et tout. Il me dit, je regarde quand même, moi, je regarde toujours le comportement dans les boîtes. Et qu'est-ce que je constate là? C'est que les Allemands sont à fond. Alors que les Allemands, pour les faire bosser, c'est toujours un peu compliqué. Oui. Là, ils bossent comme des dingues et il dit, je me demande pourquoi, j'ai pas encore trouvé la réponse. Bah si, parce qu'ils ont pris en compte, moi j'ai discuté avec des Allemands, leur échec. Voilà. C'est ce que je lui ai dit, peut-être qu'ils se sentent en danger. En voilà. fait. Leur suprématie, en quelque sorte. Ouais. Et leur arrogance, il faut quand même bien le dire. Oui, mais... Leur arrogance, peut-être involontaire, mais enfin bon, une arrogance quand même. Ils en ont pris plein la figure, là, dernièrement. Ouais. Ils ont pour la première fois, perçu les limites de la stratégie de Merkel. Ouais. Et donc, de ce point de vue. Alors, pour la puissance américaine, finalement, année après année, décennie après décennie, on me raconte toujours l'histoire du déclin américain. Ouais, ils ont tous les éléments de la puissance. Économique, commerciale, militaire. Et on le voit, Zelensky s'en est aperçu. Hein, enfin, il le savait, mais enfin, voilà. Technologique, monétaire, financière, même démographique, c'est pas trop mal par rapport à nous, ils vieillissent certes, mais le monde entier vieillit à part l'essentiel de l'Afrique et l'Inde, l'Asie du Sud, quoi, si tu veux, l'ensemble, et encore en plus, faut savoir gérer son vieillissement. Et donc, le vrai sujet d'affaiblissement américain, c'est le consensus interne, le respect de l'état de droit, parce que ça fait partie vraiment des 2 siècles et demi d'histoire américaine, le risque d'extrême polarisation politique. Mais j'ai trouvé que, et je crois qu'on l'avait déjà évoqué ici, en 2022, les midterms, c'est plutôt une limite. Ça illustre plutôt une limite à la radicalité. Et tu vois le déclin de Trump est sans doute... Mais là, les premiers candidats républicains dans la primaire se manifestent. Et alors que ce n'était pas du tout le cas en 2020, lorsqu'il s'est représenté, même pendant Covid. Tu vois. Donc, ils ont vraiment tous les éléments de la puissance. Alors, un événement qui va se passer cette année, qui va être important pour l'économie et les marchés, ça va être le plafond de la dette fédérale. Ouais, mais alors ça, c'est une comédie. Oui, il nous joue la comédie tous les 3-4 ans. Sauf que là, c'est quand même un petit peu plus... tendu. Ah bah oui, parce que n'oublie pas que Kevin McCarthy, il a obtenu son poste avec le speaker de la Chambre des représentants. Le speaker de la Chambre, avec des engagements vis-à-vis des Trumpistes. Dans des conditions dingues. Les Trumpistes, c'est tu coupes dans les programmes sociaux. Alors, les programmes sociaux, c'est Medicare... Ouais, mais Jean-Pierre, non, mais je sais. C'est comme la BCE. À la fin, t'as pas le choix, t'es obligé d'appuyer sur le bouton. Indienne, mais ça peut passer par un peu de tension, quoi, c'est tout. Bon. Voilà. Merci Jean-Pierre. Bah, je vous en prie, monsieur. Et maintenant, on continue à discuter de tech. Donc, Carlo Porrasanta est avec nous. Bonjour Carlo. Ancien patron de Microsoft pour la France. Pas seulement, tu as dirigé Microsoft en Italie aussi. Voilà, hein, tu es italien d'ailleurs. Oui. Évidemment, très européen. Évidemment, alors, tu reprends dans ce bouquin, c'est d'abord sur la tech, hein, et on va parler de la tech, mais sur la France, tu reprends... La phrase de John Chambers, finalement. Hein. John Chambers avait dit, je crois que c'était en 2013, France is the next big thing. Tu penses toi aussi que voilà, la France a un espèce de potentiel, tu dis, dans les 10 pays les plus innovants du monde, mais on en reparlera après. Le départ et le cœur de ton bouquin qui s'appelle, je ne l'ai pas montré, l'élan décisif, c'est tu dis qu'il faut se réconcilier avec la tech. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, se réconcilier avec la tech? Nous devons faire la paix avec la technologie. Nous devons faire la paix, exactement ça. C'est vrai en Europe du Sud. Quand tu travailles chez Microsoft, moi j'ai travaillé presque 12 ans, et chez IBM avant, donc 2 multinationales, tu as une perspective globale de ce qui se passe.
on sort un produit, il est adopté plus ou moins rapidement, avec plus ou moins d'intelligence dans les différents pays. Donc, c'est une discussion interne, quand tu es dans une multinationale, constante. Ouais. Donc, on sait quels sont les pays qui ont faim d'innovation et ceux qui l'analysent avec un peu de critique au début. Et puis, ils pèsent, sous-pèsent, ils ne savent pas s'y aller ou pas, ils prennent du temps, ils attendent que les autres l'utilisent pour se rendre compte des atouts et aussi des désavantages. Et puis, quand enfin ils décident d'y aller, bon, déjà, avec tout ça, on a déjà passé 3 ans, 4 ans. Et puis, quand ils y vont, alors ça, je ne le critique pas, parce que j'adore la France, je ne veux pas critiquer le pays dans lequel j'ai travaillé la moitié de ma vie, enfin, j'ai habité la moitié de ma vie. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait un appel d'offres. Or, dans ma vision des choses, l'appel d'offres, c'est pour acheter des choses qui sont matures et quand on n'est pas les premiers à l'acheter. D'accord? Ouais, si je dois acheter un ERP et je dois choisir entre SAP ou Oracle ou Microsoft, bon, c'est un marché très mûr, avec des fonctionnalités très complexes. Je fais un RFP et j'essaie de négocier le meilleur prix et je m'organise. Tout à fait. Mais quand c'est de l'innovation où j'ai envie de transformer mon entreprise et être le premier à le faire, et je regarde l'innovation qui existe, par exemple, on va parler de ChatGPT, je suis sûr, et de dire mais comment je peux intégrer ça dans ma réflexion de l'intelligence artificielle. Il n'y a ni le temps ni la nécessité de faire un RFP. Donc toute la partie analyse, je ne dis pas que ce n'est pas important d'analyser ce qu'on va faire. Donc il faut utiliser le cerveau analytique français pour comprendre ce qu'on veut faire et le décider. Mais on ne peut pas se permettre d'attendre 4 ans. Et en plus, quand je dis faire la paix, c'est parce que après, quand on adopte cette technologie, on l'utilise, ben on la critique quand même. Donc, combien de temps on critique Facebook, Microsoft, Google, Amazon, etc. Mais le problème, je ne dis pas qu'il n'y a pas de raisons pour les critiquer. Mais en fait, toute cette mentalité de critique d'abord et puis je l'utilise fait que nous avons un retard de 3-4 ans dans l'innovation. Et 3-4 ans dans l'innovation, c'est construire une hégémonie dans une industrie à niveau mondial ou la perdre. Et ça, nous ne l'avons pas compris. Et c'est pour ça que je parle d'hyperscale dans le livre. Un hyperscale... On va y aller. Mais attends, feuille par feuille, l'artichaut. Oui. On va y aller sur l'hyperscale et sur ce que tu dis notamment de la course sur le cloud. Mais d'abord, cette méfiance... Tu en parles parce que moi, j'ai en tête toujours le secteur public. Mais toi, ce que tu as constaté, c'est que les entreprises françaises aussi, le secteur privé aussi, il reste méfiant vis-à-vis de la technologie encore aujourd'hui. Oui. Alors, disons qu'avec la crise du Covid, moi, c'était une épiphanie pour moi parce que, donc, au bout de 25 ans de tech, la technologie pour un CEO, donc pour un PDG d'entreprise, est toujours considérée, toujours aujourd'hui, un élément que j'achète pour améliorer mes opérations. D'accord? Donc un peu de productivité individuelle, un peu d'innovation, etc. Mais ce n'est pas encore considéré comme central. On va y revenir certainement dans la discussion. Tout à fait. Pendant le Covid, c'est la première fois que j'ai eu tellement de patrons d'entreprise en France qui m'écrivaient pour me dire « Vos services et votre support est essentiel pour la survie de mon entreprise. » Donc, ça a été un changement fondamental dans la vision de combien la technologie est importante. Nous, fournisseurs de tech, on le savait déjà, on le disait déjà. Mais les entreprises se sont rendues compte pendant la crise. Pourquoi? Parce que il faut faire travailler tout le monde de façon différente, à la maison, partout. Il faut s'assurer que les supply chains fonctionnent, c'est-à-dire la chaîne de valeur. Attends, j'ai aucun problème avec ça, Carlo, mais tu peux pas dire que le cœur de l'entreprise, c'est la tech, c'est pas possible. Ah si. Non. La tech, elle est là pour faire émerger le cœur de l'entreprise. Alors, c'est un sujet fondamental. Je vais dire mon point de vue, c'est mon point de vue. Quand j'ai entendu parler depuis les années 2010, parce que moi je parle de ça depuis 2015, je me rappelle, j'étais sur scène, j'étais en Italie à cette époque-là, et j'ai fait une grande session avec tous les clients italiens sur l'intelligence artificielle. 2015, pas 2023, 2015. Pour faire cette présentation, je suis allé étudier que veut dire révolution industrielle. Et quand aujourd'hui je vais dans des séances avec des étudiants, j'étais à l'ESCP il y a 2 jours, et je lui fais la question, c'est quoi pour vous, dans des étudiants de 22-23 ans, une révolution industrielle? La réponse, c'est une nouvelle technologie
qui transforme la façon de produire. Et en fait, ce n'est pas exactement ça une révolution industrielle. La définition, c'est un nouveau facteur de production, donc une nouvelle technologie, mais un facteur de production qui rentre dans la façon de produire. Ça, c'est la réponse des étudiants. Mais ce n'est pas seulement ça. Mais c'est quand ce nouveau facteur de production devient central dans l'orchestration des autres facteurs de production. Ça, c'est super important à comprendre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de place pour les femmes et les hommes. Attention. Donc, je fais l'exemple. Machine à vapeur. Avant, il y avait des femmes et des hommes, et des mains et des bras. On est d'accord. Machine à vapeur. On met une machine au milieu qui fait des tâches lourdes, et les femmes et les hommes sont autour de la machine. Et pendant 150 ans, on a travaillé comme ça. Arrive l'électricité. J'enlève la vapeur, je mets un câble électrique. Pendant 45 ans, le modèle de production n'a pas changé. C'était une machine électrique au milieu, un peu plus belle, un peu plus élégante, et peut-être avec une plus grosse productivité de la machine, mais toujours une machine au milieu et les gens autour. 1915, Ford et Taylor disent « L'électricité est tellement facile à distribuer que je peux changer l'usine et faire la ligne de production. » Alors, si vous regardez la productivité du monde entre 1870 et 1915, elle augmente parce que la machine électrique a quand même changé beaucoup de choses. Mais alors, si vous regardez la productivité entre 1915 et aujourd'hui, il y a une inflexion en 1915. Qu'est-ce qui s'est passé en 1915 ? Nous avons rétabli comment on produit sur la base de la nouvelle technologie, l'électricité. Eh bien, 2015 est pour moi exactement la même chose que l'électricité en 1915. C'est-à-dire qu'à partir de 2015, l'informatique, ça fait 60 ans qu'on l'a. Ça a été une grosse machine, d'abord pour faire des gros calculs pour les banques, les administrations, IBM, le mainframe. Ensuite, productivité individuelle avec Apple, Microsoft. Ensuite, les smartphones, donc multiplication sur des milliards de personnes. Et puis les applications intuitives, simples à utiliser. Mais l'intelligence artificielle, grâce à toutes les données que nous donnons à nos devices tous les jours, il y a une telle masse de données aujourd'hui que naît ChatGPT. Oui, mais alors attends, Carlo, parce que... Attends. C'en est même frappant d'ailleurs, et ça je suis tout à fait d'accord avec toi, c'en est même frappant qu'il y ait à peu près le même laps de temps, c'est-à-dire une quarantaine d'années, entre Edison, entre l'électricité et effectivement ce qui va faire les Roaring Twenties, ce qui va faire les années folles, en fait. Voilà. Et de la même façon, c'était une de The Economist, quand nous, on a lancé Bismart, c'est-à-dire sortie du confinement 2020, Roaring Twenties à nouveau, titre The Economist, parce que on en finit avec la fameuse phrase l'informatique est partout sauf dans les statistiques. Ça y est, tout le monde a digéré l'informatique, il est partout. Et bon, est arrivé ce qui est arrivé, qui fait que nous n'aurons peut-être pas ces Roaring Twenties, mais peu importe. Mais ça n'est qu'un moyen. Ford reconstruit l'usine, mais derrière sa vision, c'est l'automobile, c'est le rapport au client. Voilà, c'est ça que je veux dire. Non, mais est-ce que c'est pas une lourde erreur que font parfois certains chefs d'entreprise que de penser que la tech est une solution alors que ça n'est qu'un moyen? C'est toujours un moyen dans les mains de l'humanité, ça c'est sûr. Et bien voilà. D'où des thèmes d'éthique, de responsabilité, on va certainement en parler. Et puis d'acculturation de l'ensemble de ceux qui sont dans l'entreprise et qui doivent suivre. Et ça c'est important, l'intelligence artificielle va changer la notion d'éthique dans les affaires. Jusqu'à aujourd'hui, l'éthique c'était qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas par rapport à une loi. Donc voilà ce que je fais pour respecter la loi. Mais en fait, demain, ça va être, la technologie permet des choses incroyables, bonnes ou mauvaise, et donc en tant que patron d'entreprise, qu'est-ce que je m'empêche de faire? La technologie permet un business model, ça ne veut pas dire qu'il est éthique et responsable. Absolument. Donc c'est ça. C'est plein de notions en fait où on doit comprendre que l'intelligence artificielle est la première révolution, est la quatrième révolution industrielle, mais la première qui touche de façon égale toutes les industries du monde. Ça c'est important aussi. Avant, c'était plus la manufacture ou quelques industries. Aujourd'hui, de la finance à l'agriculture et vice-versa, toutes les industries vont y passer. Ça ne doit jamais être contre l'humanité, contre la satisfaction, l'épanouissement des gens. Donc, il faut des business models respectueux de l'humanité. Okay? Ça, c'est important, je le dis. Mais ensuite, il y a aussi une question d'innovation et de vitesse. C'est-à-dire que quand tu es une entreprise établie depuis 100 ans, 150 ans, et les entreprises européennes, c'est pour ça que je parle surtout à l'Europe, sont des entreprises avec un temps de vie relativement long,
il ne faut pas s'endormir en disant j'ai toujours fait comme ça, donc j'ajoute un peu de tech et puis ça va aller. Non, en fait, il faut reconcevoir avec beaucoup d'humilité en regardant avec les lunettes des données et des algorithmes. Alors, c'est là où tu donnes un exemple qui m'a sidéré. Tu parles du cloud et tu parles de la course entre Amazon et Microsoft. D'un point de vue fonctionnel, écris-tu, les deux offres se valent. La compétition est très intéressante à observer. Amazon Web Services est toujours en tête avec plus de 40% de part de marché et désormais une croissance plus faible. Microsoft a dépassé les 20% de part de marché et vise une croissance 2 fois supérieure par rapport à son concurrent. Le point le plus intéressant, qui explique bien le monde hyperscale, est le suivant. Malgré un investissement gigantesque, 15 années de travail, quand on regarde factuellement la stabilité et le niveau de disponibilité de l'infrastructure, Amazon Web Services possède toujours un avantage compétitif et propose toujours une qualité de service plus élevée que Microsoft. Quelles en sont les raisons? Les 2 ans d'avance du tout début. Eh oui, c'est l'économie de Le l'hyperscale. temps perdu ne se rattrape pas. Ou très difficilement. Ça peut se rattraper parce que personne n'est infaillible. Donc Amazon un jour peut-être va ralentir un petit peu et puis d'autres vont augmenter. C'est pas forcément Microsoft, ça peut être Google ou quelqu'un d'autre. Mais c'est sûr, 2 ans d'avantage dans le monde hyperscale, data, algorithme, de l'intelligence artificielle, c'est un monde où même 1 an d'avance crée une barrière, enfin un avantage compétitif et des barrières à l'entrée. Regarde ce qui s'est passé. TikTok, c'est pas américain. Mais justement, c'est une forme de contre-exemple. J'allais te parler de ChatGPT, on y viendra, mais vas-y avec TikTok. Dis-moi avec TikTok. TikTok, tout à coup, du jour au lendemain, a bousculé Comme quoi, et a créé la panique même chez Facebook. Exactement. Donc, c'est très intéressant pour plusieurs raisons. Première raison, c'est la rapidité avec laquelle ils ont atteint 1 milliard d'utilisateurs. L'entreprise qui l'a fait le plus vite au monde depuis toujours, en dépassant tous les autres. Ensuite, parce que c'est pas américain, et c'est chinois. D'ailleurs, très intéressant d'observer que maintenant le gouvernement américain est en train de dire TikTok est une menace géopolitique. Donc moi quand je regarde ça, et alors j'ai travaillé avec responsabilité et enthousiasme dans des entreprises américaines, mais je me rends compte aussi de la force géopolitique que les entreprises ont amenée aux États-Unis. Donc je me dis, si les États-Unis réfléchissent comme ça à TikTok, et presque à en vouloir bannir certaines utilisations, par exemple dans l'administration publique, ça veut dire que l'Europe devrait arrêter toutes les offres américaines. Donc, on en parlera, on en dira un mot, Karl. C'est intéressant. Et ensuite, parce en que tout cas, ça veut dire que quoi qu'ils disent, les Américains sont parfaitement conscients de l'influence qu'eux-mêmes ils déploient à travers leurs hyperscalers. Exactement. Mais en tout cas, même une entreprise aussi moderne et déjà en plateforme d'intelligence artificielle comme Facebook se fait surprendre. Donc, démonstration pour moi que quand tu as une bonne idée et que tu cumules des données, enfin un service au client et des données très rapidement, en fait, si tu veux copier, etc., tu as toujours un peu de retard. Oui, d'accord. C'est-à-dire, à copier, tu ne rattrapes jamais. En revanche, en prenant un chemin de traverse, là, tu peux tout bouleverser. Revenons peut-être pour expliquer un petit peu l'exemple Microsoft et AWS. Je vais expliquer pourquoi ces 2 années d'avance ont créé cette Vas-y. Amazon a développé ça il y a une 15aine d'années en disant pour mon business de e-commerce, j'ai un problème, c'est les pics de Black Friday et Noël. Donc j'ai besoin de faire une architecture pour mon infrastructure qui me permet de soutenir ces pics d'activité, mais le reste de l'année, je l'utilise à 10%. Et donc ils disent, si moi j'ai ce problème, toutes les entreprises ont le même problème. Et si j'arrive donc à résoudre ce problème pour moi, peut-être que je peux le résoudre pour le monde, qui est fascinant comme ambition. Eh bien, ils l'ont fait, d'accord? Et donc, ils construisent, ils inventent le modèle du cloud. Donc, une infrastructure gigantesque, multi-tenant, c'est-à-dire que je peux offrir à plusieurs personnes, de façon quand même personnalisée, mais comme les pics de tout le monde ne sont pas les mêmes, du coup, je mutualise un peu les risques, la technologie, etc. Super. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à force de vendre les 2 premières années cette infrastructure, ils ont cumulé de la charge, donc des clients, donc ce qu'on appelle du compute, donc des ordinateurs, et du storage, donc de la mémorisation de données. Et quand tu as 2 années d'avance, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu as des gros volumes, et quand tu as des gros volumes, tu as des problèmes, parce que le serveur numéro 23 ne veut pas parler avec le serveur numéro 26. Je fais un exemple basique. Et donc, les ingénieurs doivent résoudre ce problème. Mais ils vont le résoudre, du coup, 2 ans avant celui qui le fait après.
Donc, je ne te fais pas toute la liste. Non, mais on voit bien. Tout à Plus fait. tu montes à l'échelle, plus tu as des problèmes, plus tu les résous. Et en plus tu as du volume, plus tu as de données. Quand tu as beaucoup de données et que tu as l'intelligence artificielle, c'est ça qu'il faut comprendre. L'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence numérique que tu as grâce au volume de données. Donc, quand tu as un avantage de volume, l'intelligence que tu vas créer, elle est plus forte parce que tu as une base plus large. Quand tu as une intelligence plus forte, ça veut dire que tu peux continuer de façon perpétuelle à améliorer ton offre. On comprend. Donc, un avantage. Dans un cercle vertueux qui jamais ne s'arrête. Sauf que tu dis... Mais mon point, c'est qu'il faut le faire pour toutes les industries maintenant. C'est-à-dire, on va y venir, mais ce paradigme, il ne faut pas se dire, ah ben tiens, du coup, maintenant, Amazon, Microsoft, Google, ils l'ont, et puis nous, on est foutus. On est foutus. C'est pas vrai. Parce qu'ils ont quoi? Ils ont les données d'une infrastructure horizontale qui est aujourd'hui devenue le compute et le storage de tout le monde. Carlo, si, sur le cloud, on est foutus. Nous, Européens, on est foutus. Si tu me dis que Microsoft ne peut pas rattraper AWS, c'est pas nous qui allons démarrer avec sur l'offre cloud horizontale d'infrastructure, oui, c'est trop tard. Voilà. Mais il va y avoir des dizaines de nouvelles innovations, même dans les infrastructures horizontales, le quantum computing ou autre chose. La France est bien positionnée là-dessus. Mais surtout, attention, ça c'est aussi, j'espère, un élément fondamental de mon livre. Pourquoi je parle de l'élan décisif et en Europe? La tech ne représente que 4% du PIB du monde. Donc tout ce qu'on vient de dire, c'est fantastique. Ça a une grosse opportunité de transformer tout le reste. Mais aujourd'hui, c'est 4% du PIB. L'énorme opportunité des 10, 20, 30 prochaines années, c'est la digitalisation de 96% du PIB du monde. Et sur ce monde-là, qui a les données? Qui a les données de ce monde? Qui a les données de l'énergie? Qui a les données de l'énergie? Qui a les données de la manufacture? Ceux qui produisent. Donc, plein d'entreprises européennes ont les données de 96% du PIB du monde. Ce qui veut dire qu'en potentiel, nous avons un avantage compétitif dans nos mains que nous devons utiliser. Sauf que tout ça est déversé, toutes les grandes entreprises ont leur data lake, dans lequel elles sont noyées, Carlo. Elles sont toutes noyées aujourd'hui. Donc, encore une fois, c'est de la technologie américaine et ChatGPT est quand même une claque, et on va en parler. C'est de la technologie américaine qui viendra nous extraire et nous classer ces datas. Ça dépend des choix technologiques que nous faisons. Mais donc, il y a des très belles startups françaises qu'on peut utiliser pour gérer. On a sans arrêt des très belles startups. Après, le problème, c'est l'échelle. Mais ça veut dire, là-dessus, tu es catégorique, parce que j'entends encore, voilà, il nous faut un cloud souverain, il nous faut un cloud souverain. Non, arrêtez de dépenser du pognon là-dessus, c'est perdu. Pour moi, c'est complètement inutile. Voilà. Et partez sur le quantique, c'est ça le sujet. Ouais, c'est ça. Quantique et chaîne de valeur industrielle, verticale. C'est ça qu'il faut faire. Tu dis, cette 4e révolution industrielle, les barrières à l'entrée sont plus cognitives que financières. Oui. C'est pas une question de pognon. Non. ChatGPT, c'est pas une question de pognon, par exemple. Je sais pas, on lit partout que c'est à peine 100 millions de dollars d'investissement. Au début, c'était une start-up. Voilà. C'est une start-up. Alors, aux États-Unis, ils ont comment dire, les marchés financiers et, si tu veux, la facilité de trouver 1 million, puis 100 millions, puis 1 milliard pour investir dans une boîte, c'est vrai que c'est encore un peu plus facile qu'ici. Ça, c'est vrai. Mais quand je regarde, soyons fiers quand même de ce que nous faisons. Alors, vas-y. Alors, on en a besoin. Venons à la France. On en a besoin. Venons à la France. La France, cette semaine... Elle travaille, tiens, juste parce que je ne suis pas là, l'ensemble de ces plans de relance, par exemple, fonctionne avec des appels d'offres. Ce avec quoi tu as commencé m'a beaucoup intéressé. Est-ce qu'aujourd'hui, France 2030, mon cher Bruno Bonnel, la moitié, il y a encore des appels d'offres quand même. Je ne veux pas non plus éradiquer les appels d'offres, parce que je pense qu'il y a quand même une utilité. Tu devrais dire éradiquons les appels d'offres. Tu nous as très bien expliqué sur que c'est certains sujets, absurdité. Moi je pense que d'un point de vue public, il faut repenser politique industrielle, si tu veux, on en discute, parce qu'on oublie toujours que c'est comme si maintenant tout est dans le privé et puis les gouvernements, ils n'ont rien à faire là-dedans. Silicon Valley et Israël ont démontré dans ces deux cas de figure, il est démontrable que c'est une dépense d'un État qui a créé un contexte favorable à l'innovation. On peut y revenir si tu veux. D'un point de vue des entreprises, moi je dis, si on veut faire une innovation disruptive et qui va transformer l'industrie dans laquelle tu es, l'appel d'offres ne sert à rien. En fait, il faut choisir des partenaires et des technologies et il faut courir comme des fous pour le faire. Bon, je t'ai coupé la parole quand tu allais dire du bien de la France. Qu'est-ce que tu voulais dire ?
Nous avons un patrimoine de nouvelles start-up, je ne veux même pas en parler de start-up. Le nom start-up, ça fait toujours penser que c'est un peu artisanal, un peu au début. Nous avons des entreprises technologiques en France qui sont phénoménales. Nous en avons maintenant plus de 25, je crois, qui ont une valorisation de plus de 1 milliard. Et en 2022, nous avons dépassé l'Allemagne en tant qu'investissement dans les nouvelles entreprises de la tech. Nous sommes le 2e pays après UK. Et en fait, je me souviens très bien de quand la patronne du Corp Dev, donc des investissements et M&A de Microsoft, était venue en France. Et après les visites qu'on lui a organisées, elle a dit « c'est l'endroit le plus riche et le plus fertile que j'ai vu. Et quand on me dit Silicon Valley, c'est incroyable, je n'ai pas vu l'intelligence que j'ai vue ici. » Et nous, toujours à se dire qu'on ne peut pas y arriver, quoi. Carlo, non, mais infini respect, j'entends ça depuis 15 ans. J'entends ça depuis 15 ans. Alors oui, j'ai vu Blablacar, j'ai vu Doctolib. On n'en a jamais eu aussi bonne et aussi prête pour faire des choses fondamentales. On parlait tout à l'heure, je vais vous citer quelques noms. DataIQ. Tu connais DataIQ ? Ouais. Vas-y, explique, parce que moi je connais, mais... En fait, si tu veux gérer des projets d'innovation basés sur l'intelligence artificielle, et justement, tu as plein de données de partout, et tu dis, j'ai fait ça avec une technologie, ça avec une autre, etc. Où est mon patrimoine ? Comment je l'organise ? Comment je fais des services intelligents avec de l'intelligence numérique ? Et comment j'en fais mon patrimoine d'entreprise ? C'est ce que fait DataIQ. C'est une entreprise inventée en France, quand même. Très bien. Qui part très vite se développer aux États-Unis. Ils ont mis... Snowflake part très vite se développer aux États-Unis. Mais c'est toujours une entreprise. Le scale se fait là-bas, en fait. Mais c'est pas grave. Mais ça, c'est une question de où est l'argent, Mais la tête et le cœur est en France. C'est des Français qui ont fait ça. Soyons fiers de ce que nous faisons. DataIQ, c'est une boîte française. C'est une magnifique boîte française. Alors, si j'étais un client, je dirais, OK, j'ai des technologies existantes. Quelle est ma stratégie pour les 10 prochaines années pour en faire mon pilier central de mon nouveau mode de fonctionnement ? Et je prendrai très probablement une boîte européenne, voire française, pour faire ça. C'est ma recommandation. Et ce qui veut dire que tu peux toujours utiliser du Microsoft, du Google, du Snowflake ou ce que tu veux, mais le cœur, tu le gardes un tout petit peu plus proche de ton cœur. Okay ? Et avec ça, après, foncer sur des projets qui vont transformer l'industrie. Et d'ailleurs, petit dernier point là-dessus, parce que j'y crois d'une façon fondamentale, les États-Unis et la Chine, grâce à 2 modèles de capitalisme d'ailleurs complètement différents, un basé sur l'argent, l'entrepreneuriat et le volume, parce qu'ils ont une ambition mondiale dès qu'ils démarrent un business, et de l'autre côté, parce que centralisés, ils décident qu'ils vont le faire 1, 2, 3... nouveaux business, et ils ont 1,5 milliard de personnes, donc ils arrivent à créer du volume. En Europe, nous, on a une granularité qui est notre force et notre faiblesse. Donc, énergie, tu as 5 entreprises qui sont peut-être dans le top 10 mondial. Absolument. Donc, si on les mettait ensemble, on serait numéro 1, mais on en a 5, et pas une. Ouais. Bon. Alors, chaque entreprise, pour moi, chaque grande entreprise, CAC 40, ou disons, il y a 200 entreprises en France qui ont le potentiel d'être un numéro 1 au monde. Et aujourd'hui, on en a 2 ou 3 qui sont numéro 1 au monde. Il y a LVMH, L'Oréal, Airbus, pour faire simple. Ouais. Un peu AXA aussi. Bon, donc tu en as 3 ou 4. Bon, mais on pourrait en avoir 20, 30. Et puis, pour couvrir toutes les industries, on peut. Oui, enfin, je sais pas. Oui, vas-y, va au bout de ton propos, parce que je sais pas. Non, je sais pas où tu veux en venir. Toutes les industries dans lesquelles on peut. Alors, je veux en venir à... Donc, chaque entreprise a la possibilité de devenir ce numéro 1 mondial, mais il y a 2 façons de le faire. Soit je le fais seul, okay, mais je dois être alors très précis dans ma façon de viser, très méticuleux dans l'innovation, et très bold, très aventureux dans l'investissement que je fais. Mais ça peut réussir, j'en suis convaincu. Mais alors, il y a un autre moyen, à mon avis, plus malin et moins risqué. Je prends les 5 entreprises de l'énergie que je disais tout à l'heure. 5 européennes. Très bien. Peut-être avec un peu d'imagination aussi de notre Union européenne pour faciliter tout ça. Mais admettons, 5 entreprises européennes. Toutes les 5 ont une base client inouïe. Des données à non plus finir. Et d'ailleurs, elles sont un peu en concurrence, mais pas tant que ça en fait, parce qu'elles sont toutes quand même très établies. Alors,
pour ce qui concerne l'innovation technologique... Tu veux qu'elle les partage, l'ensemble de ces données ? Eh oui. Mais qu'est-ce que tu fais de la concurrence, Carlo ? Qu'est-ce que tu fais de... ce dont je voulais qu'on parle aussi, c'est-à-dire... Qu'est-ce qui empêche de créer une nouvelle boîte qui s'appelle Énergie XXX et qui est une joint venture de 5 entreprises qui mettent des données et des savoir-faire ensemble avec des lois de partage de l'IP, c'est-à-dire de la propriété intellectuelle. C'est tout à fait faisable. Et c'est leur droit. Et en fait, aujourd'hui, avec ce qu'on appelle confidential computing, tu peux même avoir un pot de données où, en fait, tu as les 5 entreprises viennent mettre leurs données. Donc, c'est comme si c'est 5 pots de données dans un gros pot. Et en fait, l'intelligence numérique se fait avec 5 fois plus de volume. Donc, elle est 5 fois plus intelligente que si je la faisais seulement avec une entreprise. Mais par contre, aucun des 5 pots peut regarder qu'est-ce qu'il y a dans l'autre pot. Donc, tu gardes la confidentialité des données. Et avec ce volume, qui du coup serait un volume numéro 1, ben, tu as un avantage compétitif. Et chacun ressort avec son pot de données et une intelligence qui est 5 fois plus forte que s'il l'avait fait tout seul, et tu peux la réappliquer sur tes données. C'est phénoménal, ce système. C'est phénoménal. Et tu penses que là, tu as de quoi provoquer une rupture ? Et là, il y a de quoi créer des hégémonies qui redonnent de la compétitivité à notre vieux continent européen. On réinvente une industrie. Mais je ne veux pas créer des hégémonies. Moi, l'Amérique, parce que... Attends, parce qu'il faut finir avec ça quand même. C'est la surpuissance, tu dis toi-même d'ailleurs à un moment, c'est un sujet absolument passionnant, on n'a plus le temps d'en parler, mais que certains de ces géants aujourd'hui digitaux peuvent parler d'égal à égal avec les États. Hein. On voit bien Elon Musk, Starlink en Ukraine, etc. On a vu ça. Bon, ok. Sauf que quand même, à un moment, si l'État décide stop. Mais justement, l'Amérique se réveille là en disant, mon Dieu, on a laissé croître et se concentrer sans doute beaucoup trop l'ensemble de ces géants. Il faut aujourd'hui commencer à les casser. Ça commence peut-être là avec Google dans l'aspect de la publicité. Tu en doutes, mais n'empêche qu'aujourd'hui, il y a un problème de concurrence aux États-Unis. Ah oui. Et donc, il faut sans doute s'inspirer de beaucoup de choses de ce qu'ils font, mais peut-être pas de ça. Pour moi, c'est pas tant c'est peut-être un peu, oui, un problème de concurrence. J'en parle aussi d'ailleurs. Bien sûr, tu en parles. Il y a besoin d'une régulation plus pointue. La loi, par la nature même de ce que c'est qu'une loi, suit toujours le problème. D'abord un problème, on le comprend, on l'analyse, on met des gens intelligents pour le résoudre et on fait une règle pour le résoudre. Ça prend 10 ans. En moyenne, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Regarde ce qui s'est passé avec ce qui se passe aujourd'hui avec Facebook, Twitter. Tout le monde critique Facebook en disant ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Les fake news, les algorithmes qui tiennent des enfants plus longtemps sur une application. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait une loi qui dit qu'ils n'ont pas le droit de le faire ? Donc en fait, Facebook opère... Non, je ne pense pas à ça. Je pense... Attends, reviens. Non, je vais te donner exemple précis. Là, aujourd'hui, Microsoft est en train, globalement, d'essayer de prendre le contrôle de ChatGPT. Voilà. Ils ont mis une dizaine de milliards dans l'histoire. Ils essayent. Ils l'ont carrément. Je sais, parce qu'il y a Peter Thiel en face. Le gars, voilà. Bon, enfin, bref, peu importe. C'est le plus grand touriste. Oui, voilà. Mais tu te rends bien compte que là, tu renforces encore ceux qui sont déjà super forts. C'est là où tu commences à avoir un vrai problème. C'est pour ça que je dis, oui, nous pouvons et nous devons réfléchir à un cadre juridique qui n'arrive pas 15 ans après. Ouais. 15 ans après GPT, le monde est déjà complètement basculé. Ouais, on sera déjà sur autre chose. Ouais. Donc, il faut qu'on comprenne beaucoup plus vite les business models et il faut qu'on cadre ce que les entreprises peuvent ou ne peuvent pas faire, établir un nouveau cadre de la concurrence dans le monde du numérique. Mon propos était de dire, ce n'est toujours pas le cas. Parce qu'on ne peut pas faire une petite loi une fois de temps en temps et puis critiquer sans arrêt, et puis avoir des entreprises qui disent « mais moi, je respecte les règles ». Regarde Facebook, Twitter et d'autres. Bon, mais une fois que je dis ça, n'empêche que, pourquoi ne pas avoir des hégémonies ? C'est pas pour avoir forcément le numéro 1 et écraser les autres, c'est juste pour avoir un volume d'affaires et un impact sur le monde positif. C'est pas forcément négatif d'avoir un numéro 1 au monde, c'est positif. Tu amènes des produits, des services, et pourquoi pas amener des valeurs européennes ? C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup au fait que nous avons, d'un point de vue philosophique et valorial, des piliers en Europe sur le respect des gens, sur le respect, sur l'équilibre social. Je ne dis pas qu'on est toujours parfait, parce qu'on peut encore améliorer plein de choses sur l'inclusion, l'égalité, etc. Mais quand même, on a des valeurs. Donc pourquoi ne pas être fier de dire, l'énergie, on veut être numéro 1,
Pourquoi pas? En agriculture, comment on fait l'agriculture de demain? Moi, j'aimerais bien que l'Europe soit numéro 1 et qu'on puisse exporter des produits. Tu sais que l'agriculture de précision, qui sont des technologies faites par, d'ailleurs, des Européens et des Américains, les plus grands utilisateurs, c'est pas les Européens, c'est les territoires qui ont beaucoup de chaleur, pas beaucoup d'eau, et donc... Bon, Carlo, il faut conclure. Allons-y. Et il faut conclure. Non, mais c'est là que tu le fais. C'est-à-dire, toi, tu es vraiment persuadé, après, comme tu le dis, cette vision globale que tu as eue pendant des dizaines d'années, vraiment persuadé que notre vieux continent a une carte à jouer sur la tech, que c'est la seule carte qu'il doit jouer, et que c'est dans les 10 ans, tu dis, je crois que c'est c'est les 10 prochaines années. C'est les 10 prochaines années, parce que TikTok arrive à être un numéro 1 mondial sur son segment en 2 ans, en 2-3 ans. Ça veut dire que toute entreprise qui vise bien et qui vise fort, en moins de 5 ans, peut avoir une position importante sur l'échiquier compétitif du monde. Et moi, je tiens à que l'Europe fasse la paix avec la technologie, investisse plus et plus rapidement, que l'Union européenne puisse développer des programmes communautaires mais rapide, parce que je le répète, Silicon Valley, années 50, c'est une dépense du ministère de la Défense qui a fait qu'il y avait beaucoup d'argent, il y avait 2 universités avec des talents, et les boîtes de tech se sont mises à San Francisco. Pour ça, c'est pas la tech qui a commencé à San Francisco, c'est l'État qui a investi. Donc, essayons de construire le contexte pour l'épanouissement économique de l'Europe, de notre Europe. Merci Carlo. Merci. Carlo Porra Santa, donc ça s'appelle l'élan décisif sur Bismart.